Bonjour, alors aujourd'hui, dans le cadre des espaces de Banach, on va voir l'espace des fonctions lipschitziennes sur 0,1. Donc qu'est-ce que l'espace des fonctions lipschitziennes? On va déjà le définir, hein, c'est l'ensemble des fonctions f de 0,1 dans R qui sont lipschitziennes, c'est-à-dire que f de x moins f de y sur x moins y en valeur absolue est borné quand, évidemment, x, y parcourt 0,1 en étant distinct, x distinct de y. Alors, on va noter quand f appartient à E, on va noter k de f le sup, puisque c'est un ensemble borné qui va posséder, non vide, il va posséder un sup. D'accord? Donc, pour tous les x, y parcourant 0,1, auxquels on a enlevé la diagonale x égale y. Bien, alors d'abord, évidemment, E est un sous-espace vectoriel des fonctions continues de 0,1 dans R. Il est clair que E est inclus dans ces zéros. Je n'avais pas besoin de dire ici f continue, parce que Lipschitzien implique, comme on a une borne ici, que f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur à k, valeur absolue de x moins y. Donc évidemment, f est continu en tout point de 0,1, ça c'est assez clair pour tout le monde. Et E est stable par combinaison linéaire. Ben oui, parce que quand je vais écrire pour lambda f plus mu g, quand f et g sont dans E, hein, lambda f plus mu g, je vais écrire cette expression-là. Voilà, je divise ici. Eh bien, ça va être en regroupant les termes en f et les termes en g, on voit, et en appliquant l'inégalité triangulaire, on voit que c'est inférieur ou égal à valeur absolue de lambda k de f plus valeur absolue de mu k de g. Bon, voilà, c'est assez clair. Donc ça va être borné, et donc lambda f plus mu g est dans E. Donc on a un sous-espace vectoriel, et le théorème, c'est que on va lui mettre une norme, n de f égale k de f, d'accord, plus, ça qui est un petit peu contre-intuitif au départ, mais après on voit que c'est bien naturel, plus valeur absolue de f de 0. On aurait pu prendre f de n'importe quoi là-dedans, ça aurait marché encore, mais bon, on va simplifier les choses avec f de 0. Eh bien, ça définit une norme sur E qui en fait un espace complet, un espace vectoriel complet. Voilà, donc ça c'est important. On discutera un petit peu après des tenants et des aboutissants ici, des contre-exemples, savoir un petit peu le contexte un petit peu de ce théorème. Mais on va attaquer une preuve. Alors d'abord, donc on a bien un espace vectoriel, n ici est séparable. Et regardez, c'est là que vous allez comprendre que ça a été ajouté pour la séparabilité. C'est-à-dire si n de f égale 0, ça veut dire que à la fois k de f qui est positif évidemment, k de f égale 0 et f de 0 égale 0. Forcément, la somme de positif est nulle si et seulement si les deux termes sont nuls. Alors k de f égale 0, ça veut dire que f est constante, parce que dès que x et y sont distincts, f de x est égal à f de y à cause de ça. Et donc ça nous fait que bon, f est constante, mais elle n'est pas censée être nulle. C'est parce que f de 0 égale 0 que f est nul. Voilà. Donc on comprend pourquoi il fallait ajouter ce petit truc supplémentaire. Bon, n est homogène, oui, il suffit de montrer que chacune ici, chacun des termes est homogène, ça c'est évidemment homogène, et k de f, faut montrer que k de lambda f est égal à la valeur absolue de lambda, k de f. Oui, d'abord, k de lambda f, d'après cette inégalité, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de lambda k de f. Et l'inégalité inverse est simple. Bon, d'abord, si lambda égale 0, c'est évident, k de 0, ça fait 0, et ça fait 0, donc on a l'égalité pour lambda égale 0. Et pour lambda différent de 0, j'ai envie de poser g égale lambda f, et appliquer cette inégalité à g, d'accord, et avec lambda, en remplaçant lambda par 1 sur lambda, puisque lambda est différent de 0. Voilà. Et donc ça nous fait l'égalité, c'est assez simple. Et l'inégalité triangulaire, c'est un cas particulier de étoile. C'est-à-dire qu'on montre l'inégalité triangulaire
pour K et pour ça, pour ça c'est évident. Et pour ça, c'est juste un cas particulier. Donc ici, ça va nous donner en passant au sup que K de F plus G est inférieur ou égal à K de F plus K de G. Donc ça c'est assez simple. On va ajouter tout de même une petite inégalité. C'est-à-dire que ici sur ces zéros, on a une norme, c'est la norme sup. Donc c'est le sup, la norme infinie de F. C'est le sup ou le max de F sur 0,1. Et en fait, ce max est inférieur ou égal à n de F. Voilà, donc bon, ça c'est évident, hein, parce qu'on a F de X ici, en valeur absolue, c'est égal à la valeur absolue de F de X moins F de 0 plus F de 0. C'est inférieur ou égal par inégalité triangulaire à valeur absolue de F de X moins F de 0 plus valeur absolue de F de 0. Et ça, par construction, en posant Y égale 0, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de X, K de F, plus, ici toujours, valeur absolue de 0, mais X est inférieur à 1 en valeur absolue, puisque X est dans 0,1. Donc, ça nous fait bien inférieur ou égal à n de F. Et maintenant, je n'ai plus qu'à passer au sup, ici, pour obtenir ça. Bon, évidemment, on laisse de côté le fait que ça, c'est pas équivalent. Pour l'instant, on n'est pas là pour donner des contre-exemples et pour donner des non-vérités. Mais on va continuer à attaquer ce théorème. Et là, on va montrer que En est un espace complet. Ok, j'ai résumé tout le théorème ici, d'accord, avec l'inégalité qu'on a prouvée en ajout. Et là, on va montrer que En est complet, c'est-à-dire qu'on va partir d'une suite de Cauchy Fn dans E pour la norme n, et on va montrer qu'elle converge. D'abord, comme c'est une suite de Cauchy dans E, n, et qu'on a cette inégalité, eh bien, c'est une suite de Cauchy dans C0 pour la norme infinie. Donc, finalement, on a que Fn converge dans C0, parce que ça c'est complet. Vous savez tous que quand on a une suite qui converge, une suite de fonctions continues, hein, qui converge uniformément sur un compact, sur 0,1 ici, eh bien, cette suite converge vers une fonction continue. Donc, on a bien que Fn tend vers F dans, attention, C0 muni de la norme sup. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut, montrer que F est dans E, ça, c'est pas encore gagné, et que Fn tend vers F pour la norme n aussi. Voilà. D'abord, dans un premier temps, avant de démontrer ceci, on va montrer que K de Fn converge. Oui, ça c'est assez simple, parce que K de Fn est une suite de Cauchy dans R. Je vous rappelle que K de Fn, hein, ici, c'est K de F, hein, c'est le sup de ça. Et effectivement, ça marche, puisque la valeur absolue de K de Fn moins K de Fp est inférieure à K de Fn moins Fp. Alors ça, pourquoi? Bien, j'applique la seconde inégalité triangulaire. Dès qu'on a une inégalité triangulaire, et on a vu que pour K, on avait une inégalité triangulaire, eh bien, on en a une seconde qui arrive en posant G égale la différence des deux, et en remarquant que lui, du coup, c'est G plus Fp ici. Donc, voilà. Donc ça, c'est assez classique. En fait, pour toutes les normes, alors K n'est pas une norme, ça on l'a vu, mais vérifie l'inégalité triangulaire, et ça nous suffit pour montrer la seconde inégalité triangulaire ici, et K est inférieur à n à cause de cette définition ici. Donc, à partir de là, comme ça peut être pris aussi petit que l'on veut dès que n et p sont assez grands, eh bien, ça veut dire que ça peut être aussi petit que l'on veut, donc c'est une suite de Cauchy. Et comme R est complet, ça va tendre vers une limite qu'on va appeler K. Pour l'instant, on ne l'appelle pas K de F, d'accord, on ne peut pas, mais c'est K. Maintenant, F est dans E parce que F est K lipschitzien. On ne dit toujours pas que K de F égale K,
mais on dit que c'est K-Lipschitzienne. Donc regardez, c'est tout simple. À partir du moment où Fn de x moins Fn de y en valeur absolue est inférieur ou égal à K de Fn fois la valeur absolue de x moins y, ce qui finalement est la définition de K de F, on fait tendre maintenant n vers l'infini. Comme on a une convergence là-dedans, pour l'instant, on n'a que cette convergence là-dedans, on a quand même une convergence simple. Donc ici, ça va tendre vers f de x moins f de y. Et n, ici, ça va tendre vers un k. Donc f est K-Lipschitzienne, c'est direct. Donc f appartient à E. Maintenant, il ne reste plus qu'à montrer que Fn, la suite Fn, converge vers F pour la norme n. Parce que ça, c'est pas évident. Vous voyez bien qu'on a l'inégalité n'est pas dans le bon sens pour le démontrer. Donc, il suffit de montrer en fait que K de Fn moins F tend vers 0. Effectivement, parce que à ce niveau-là, ici, le fait qu'on ait une limite nulle en 0, bah oui, c'est que Fn converge simplement vers F, et en particulier, Fn de 0 tend vers F de 0. Donc ça pose pas de problème. Il reste à montrer ceci, que ça tend vers 0. Alors, donc oui, finalement, regardez, vous partez de cette expression-là. Son sup, par définition, c'est K de Fn moins Fp. Donc ça, c'est inférieur à K de Fn moins Fp, qui est strictement inférieur à epsilon à partir d'un certain rang pour n et p. Et maintenant, donc, je vais regarder juste l'inégalité, ça, strictement inférieur à epsilon. Donc maintenant, je fais tendre p vers plus l'infini. Fp tend, il y a une convergence simple vers f. Et donc, ça va nous faire que ici, je peux enlever ici le P, le remplacer par f de x, avoir une inégalité large ici, et j'ai ceci. Et comme c'est positif, eh bien, j'ai bien que ça va tendre vers 0, parce que epsilon a été pris quelconque. Voilà, on a prouvé ce théorème. Maintenant, on peut enjoliver les choses en donnant quelques contre-exemples, en montrant pourquoi il était important de mettre cette norme qui semble être un petit peu tordue. Donc maintenant, soit des questions de jury, soit des choses qu'on ajoute dans le développement. Alors, question de jury, on va le voir comme des questions de jury. Est-ce que le sup ici est atteint dans la définition de K de F? Alors vous voyez que, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que si on n'avait pas si on n'avait pas enlevé cette diagonale, x égale y, d'accord, alors on serait sur un compact. Donc le sup est atteint. Donc là, il n'y a plus de raison que ça marche. Donc on cherche a priori un contre-exemple où K de F est atteint plutôt dans le cadre où x tend vers y, c'est-à-dire quand on va avoir la dérivée. D'accord ? Et a priori, d'après le théorème des accroissements finis, d'accord, si on est à l'intérieur, ici, la dérivée, d'accord, si la dérivée est atteinte ici, à l'intérieur de 0,1, eh bien, on va avoir ici un accroissement qui sera égal à la dérivée, donc ce sera atteint. Il faut absolument qu'on ait à la fois x égale y et sur un bord. Voilà. Donc une situation un petit peu comme celle-ci, avec un sup. Donc regardez, juste, on va prendre la fonction, on va prendre une fonction concave, d'accord, sur 0,1, voilà, et dérivable évidemment entre 0 et 1. Donc une fonction de classe C1, d'accord, sur 0,1, avec une dérivée seconde négative. Donc ça veut dire que par exemple arctangente x, vous allez avoir cette dérivée 1, donc k de f va être égal à 1, donc le max, mais n'est jamais atteint dès que vous prenez x et y distincts ici, vous avez toujours quelque chose qui est strictement inférieur à 1. Voilà donc le contre-exemple. Est-ce que les deux normes infini et n sont équivalentes? Alors, si on sait que E
pour cette norme n'est pas complet, c'est ce qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs. Alors, on voit tout de suite que ce n'est pas équivalent. Mais on peut montrer facilement ou exhiber une suite Fn telle que ceci est borné et n de Fn ne l'est pas. D'accord? Bon. Sans aller chercher très loin, Fn égale racine de x plus 1 sur n. Okay. Alors, ça va tendre de façon, il y a une convergence simple vers racine de x. Alors évidemment, ceci, la norme infinie de Fn est bornée, par exemple par 2, d'accord, ça va marcher. Et pourtant, n de Fn tend vers plus l'infini, parce qu'effectivement, quand je vais prendre racine de x plus 1 sur n moins, donc je vais regarder ça pour y égale 0. Donc je vais avoir racine de x plus 1 sur n moins racine de 1 sur n sur x moins 0. Vous voyez bien que quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça va tendre vers l'infini. Le tout, c'est... En fait, qu'est-ce qui est derrière finalement cette inégalité? On voit bien que c'est le théorème des accroissements finis. C'est-à-dire quand on arrive à mesurer l'accroissement, on arrive à mesurer la fonction. Mais en revanche, si on arrive à mesurer la fonction, on n'arrive pas forcément à mesurer son accroissement. Alors vous avez aussi des exemples style sinus nx. Vous voyez? C'est-à-dire que le sinus va être borné, évidemment, mais l'accroissement du sinus, quand n tend vers l'infini, l'accroissement devient très grand, ce que vous voyez quand vous prenez la dérivée de sinus nx. Très bien. Donc maintenant, E n'est pas complet pour la norme infinie, ce qui justifie cette espèce de norme un peu tordue sur E. Ben oui, pareil, on prend Fn qui va tendre vers racine de x pour la norme infinie. Alors ça, c'est par le théorème de Dini. Vous ressortez cet exemple, ce contre-exemple. Par le théorème de Dini, comme ces fonctions-là sont croissantes, sur 0,1, et qu'elles convergent simplement vers racine de x, eh bien, il y a convergence uniforme. Ok, donc il va y avoir convergence uniforme de Fn vers f, mais racine de x n'est pas dans E, donc E n'est pas complet, racine de x n'est pas dans E, bon, on vient de le voir, c'est parce que l'accroissement peut tendre vers plus l'infini ici, ce n'est pas autour de 0, il y a un problème, c'est pas lipschitsien, autour de 0. Voilà donc des petites réponses aux questions de jury qui pourraient se poser sur ce développement. Voilà, on va s'arrêter là.